Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, c'est la Bahreïn qui va être sur le grill. On va revenir sur la saison 2023, le mercato, les coureurs à suivre, le maillot qui change en 2024 également pour cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette formation en 2023 et qui vous allez suivre surtout en 2024. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du côté du biathlon et puis le cyclisme, quand le Tour de Lander va démarrer, ça sera le 16 janvier. Si vous avez les moyens, que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et dès qu'elles sortent, vous pouvez tout de suite aller regarder. Comme ça, c'est plus mis en avant par YouTube. Et puis vous pouvez mettre également un pouce bleu pour que la vidéo soit plus mise en avant par YouTube également, si elle vous a plu. On commence tout de suite avec l'équipe Bahreïn Victorious. Bahreïn Victorious qui sort d'une saison 2023 encore une fois intéressante, marquée, endeuillée malgré tout par la mort de Gino Meder. On en avait parlé dans le bilan top flop équipe, plutôt une équipe qui a performé en cette année 2023. Équipe qui fait partie des gros budgets du peloton, avec un budget estimé selon Pro Cycling UK entre 25 et 30 millions d'euros. Donc on est sur un budget proche de Bora, proche d'AG2R, proche de Lidl Trek. Tout ça se tient, proche de Soudal Quickstep. On est sur un budget qui est plutôt dans la moyenne haute du peloton, même si forcément il y a des équipes qui ont des plus gros budgets. À une époque, Bahreïn avait un budget qui était plus fort par rapport, ça faisait partie du top 3, top 4, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Parce que Bora a grimpé, parce que la Lidl est en train de grimper, et puis bien entendu Ineos, Jumbo et UAE, qui sont eux quasiment dans un autre monde. Donc selon ce même site, on est sur un budget qui serait le 6e budget sur les 18 équipes du World Tour. Équipe qui existe depuis 2017, la Bahreïn Victorious, qui a eu plusieurs noms, Bahreïn Merida, Bahreïn McLaren, voilà, qui au départ a été créé pour Vincenzo Nibali, avec Pozzo Vivo également, puis ensuite il y a eu des petits changements dans cette formation au fur et à mesure, avec l'arrivée de Colbrelli, l'arrivée de Meder, avec Landa, avec Woodpulse aussi. Et maintenant, c'est devenu une grosse formation dans ce peloton du World Tour, tout simplement. Bahreïn Victorious, maintenant, ça fait partie des grosses équipes. C'est une équipe qui a mis du temps à gagner. Et maintenant, c'est une équipe qui est devenue performante. C'est vrai que sur les premières années, c'était pas l'équipe qui gagnait le plus. On va pas se mentir. Il y avait beaucoup d'argent, mais il y avait peu de résultats. Maintenant, il y a beaucoup d'argent, mais il y a des résultats également. Alors, on va revenir sur la saison 2023 de cette formation. Saison 2023, bien entendu, marquée par la mort de Gino Meder, ça c'est clair et net. Ça se voit même au niveau des résultats, parce que la deuxième partie de saison a été plus réussie que la première. 3 top 5 sur les grands tours, 5e Landa sur le Tour d'Espagne, 4e Caruso sur le Tour d'Italie, Bilbao a fini 6e, il n'a pas fini dans le top 5, victoire de Moritz sur le Tour de Pologne notamment, des victoires sur le Tour de France aussi, sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne, donc sur les 3 grands tours, ce qui n'est pas anodin. 3 victoires même d'étape sur le Tour de France. Donc une saison rondement menée, j'ai envie de dire. C'est une équipe qui est 6e classement UCI, donc ce qui est en accord, on va dire, avec son budget du côté des points UCI pour le maintien. Donc c'est plutôt une équipe qui a marqué 9317 points, donc c'est plutôt pas mal sur l'année, c'est plutôt très intéressant. Et puis en termes de résultats, on a été performant, on a été présent sur les 3 grands tours. On a même pris une 3e place sur Liège avec Buitrago, il faut s'en souvenir aussi. Buitrago qui est également 10e
du classement général de la Vuelta. Top 5 sur le Dauphiné, top 5 sur Paris-Nice. Donc voilà, il y a peu. Et troisième place de Landa également sur la Flèche Wallonne. Donc j'ai envie de dire, à part sur les Flandriennes, où c'est vrai qu'ils sont passés un petit peu à côté quand on regarde, mais bon, à part, il n'y avait pas non plus une grosse équipe sur les Flandriennes, c'est pas la plus grosse équipe sur les Flandriennes, mais c'est vrai que Fred White a eu un petit peu de mal. Et Mohoric, c'est pas là où il a obtenu ses meilleurs résultats. Mais sinon, la saison a été, pour moi, réussie pour cette formation. Même s'il y a des coureurs qui sont passés à côté. Jack Haig, Fred White, Bernsteiner, par exemple, qui a complètement disparu. Que certains jeunes coureurs ont quand même un petit peu de mal à être performants. Je pense à Milosevic. Je pense à Maseliuk. Je pense également à Zambanini, je suis en train de voir. La plupart des jeunes coureurs, pour l'instant, n'ont pas été très intéressants dans cette formation. En même temps, c'est l'une des rares équipes qui n'a pas vraiment, enfin qui a une réserve, mais qui utilise en fait très peu de coureurs de sa réserve, parce qu'ils ont tendance à passer par une autre équipe pour former leurs coureurs. Donc c'est vrai que voilà, il passe par le Cycling Team Friuli Victorious, qui est maintenant presque une réserve, hein. C'est une réserve indépendante, mais c'est presque une réserve. Et ils ont toujours le Bahrain Cycling Academy, mais qui est pas professionnel, hein. C'est une réserve, mais qui n'est pas une équipe professionnelle, où est passé notamment Ahmed Madame, qui fait partie également de ces jeunes coureurs, le Bahreïni, qui a 22 ans, dans cette formation. Radjovic également, a été très impressionnant, le Serbe, sur cette saison. Donc voilà, il y a eu des bons résultats, mais il y a des mecs quand même qui sont passés à côté sur l'année 2023. On regarde tout de suite les victoires. Il y a quand même 19 victoires sur l'année. Et puis Nicolo Buratti a également remporté une étape, l'étape numéro 2 du Crest-Brez Elite, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore, il n'avait pas le maillot de Bahreïn, il avait le maillot d'Italie. On commence avec le Tour de Nander, ça a commencé très bien avec l'étape 1 pour Phil Boaos, l'étape 3 pour Pello Bilbao. On continue avec le Saudi Tour, l'étape numéro 2 pour Jonathan Milan, qui a remporté également l'étape numéro 2 du Tour d'Italie. Santiago Buitrago a remporté l'étape numéro 19. Matej Mohoric, l'étape 5 du Tour de Slovénie. Fran Milosevic, le championnat de Croatie du contre-la-montre. Radjovic, le championnat de Serbie de la course en ligne. Fred White également, le championnat de Grande-Bretagne de la course en ligne. On attaque le Tour de France. Victoire de Pello Bilbao sur l'étape 10. Victoire de Wout Poels sur l'étape 15. Victoire de Matej Mohoric sur l'étape 19. Matej Mohoric qui a également fait un bel été en remportant l'étape 2 du Tour de Pologne et ce classement général de cette course, et en remportant l'étape 5 du René Tour. Wout Poels lui a remporté l'étape numéro 20 de la Vuelta. L'étape numéro 4 de la Croix-Race également remportée par Mohoric. Jonathan Milan qui a remporté la deuxième étape du Great Tour of Guernsey en fin de saison. Et puis Sergio Tu est devenu champion de Thaïlande du contre-la-montre. Ça, c'était au mois de novembre, donc vraiment à l'extrême fin de saison. Du côté des victoires par saison, si on compare aux années précédentes, eh bien c'est un petit peu moins bien que les années précédentes. En 2022, il y avait eu 21 victoires. En 2021, il y avait eu 30 victoires. Il faut remonter à 2020, qui était une saison particulière avec la Covid, avec seulement 9 victoires. Mais on peut être satisfait quand même des résultats de cette formation, avec 19 victoires. C'est le début de saison qui a peut-être été un petit peu trop timide, encore une fois, avec des classiques qui n'ont pas été forcément faciles. Ça fait quand même partie des meilleures saisons de cette formation. On est bien loin des 12 victoires de l'année 2017, par exemple. Donc c'est plutôt dans la moyenne haute du côté de cette équipe, du côté du nombre de victoires. On passe tout de suite au transfert du côté du mercato. Et un mercato assez timide pour cette formation. C'est vrai qu'on a plus vendu que recruté.
Alors des départs à la retraite pour Heinrich Hausler, le départ de Michael Landa vers la Soudal Quick-Step, le départ de Jonathan Milan vers Lidl Trek, ça c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un coureur qu'ils ont vraiment bien formé. Philippe Masséjouk, lui, a rejoint la Bora Hans Grohe. Et puis Hermann Bernsteiner est retourné en Continental dans l'équipe Felt-Felber-Mayer, qui est une équipe autrichienne. Donc ça, c'est un petit peu triste pour le coureur autrichien, mais qui n'a pas réussi à faire grand-chose, il faut bien le dire. Pardon, excusez-moi, sur l'année 2023, ce qui est dommage, parce que c'est un coureur qui avait des qualités. Du côté des arrivées, eh bien 3 coureurs. Torsten Trahen du côté d'Uno-X, c'est un petit peu comme Anton Charming de l'autre côté. Alberto Burrito-Messo qui vient du cycling team Friuli ASD, donc l'équipe on va dire un petit peu réserve. Et puis Finlay Pickering qui vient de Trinity Racing. J'ai été assez surpris même qu'ils recrutent Finlay Pickering. Mais ils doivent miser sur lui dans le futur parce que c'est quand même pas le plus gros palmarès jusqu'à maintenant dans les catégories jeunes, mais peut-être qu'ils ont vu un grand talent pour l'année prochaine. Donc l'effectif 2024 de la Bahreïn Victorious qui est un effectif intéressant, mais même si ça reste un effectif assez âgé, avec 9 coureurs qui ont 30 ans ou plus, donc 4 coureurs qui ont au-delà de 35 ans. Pasqualone, qui vient de fêter son anniversaire aujourd'hui le 2 janvier, Damiano Caruso, Wout Poels ou encore Yukiya Arashiro, qui a 39 ans et 102 jours, c'est l'un des coureurs les plus âgés du World Tour, c'est peut-être même le coureur le plus âgé du World Tour. Parmi les autres coureurs qui ont plus de 30 ans, nous retrouvons Pello Bilbao, Camille Gradec, Niklas Arndt, Jascha Schotterling, Jacques Egg également. Parmi cette formation, on a également quand même pas mal de coureurs, plus d'une dizaine, qui ont moins de 25 ans, dont des coureurs très jeunes qui ont à peine 20 ans. C'est le cas de Bruto Messo, de Finlay Pickering, Fron Milosevic, lui, a 21 ans, 22 ans pour Nicolo Buratti et Antonio Tiberi. Le tueur de chat. On retrouve également Edoardo Zambanini qui a 22 ans, Ahmed Madame lui a 23 ans, Govekar 23 également, Bitrago 24, Fred White 24, Price Peterson 24 ans. Donc voilà, dans cette équipe qui compte 27 coureurs, ce qui fait qu'on est dans l'un des effectifs les plus restreints en World Tour. On est sur l'un des effectifs les plus petits. Alors on est entre 27 et 30, parce que de toute manière on ne peut pas dépasser 30, mais on voit que encore une fois, quand je vous disais, on n'a pas forcément récupéré autant de coureurs qu'on a vendus. Eh bien, ça se ressent également, 27 coureurs pour une équipe comme ça qui a quand même un gros budget. C'est assez surprenant. Que dire d'autre l'année prochaine, en 2024 ? Toujours des vélos Merida. Pour cette formation qui même pendant une époque s'appelait encore une fois Bahreïn Merida. Ils sont restés du côté des vélos de cette formation. Et parmi les assistants directeurs sportifs, on a Sonny Colbrelli, Roman Kreuziger, Michel Golas, Franco Pelizzotti, Tim Kenoff, Vladimir Milosevic, Xavier Lorenzo, Ionis Tamouridis également, et Loïc Segart, donc qui est le frère de Alec Segart du côté de la Lotto Destiny. On regarde tout de suite les coureurs à suivre pour cette formation. Je commence avec Santiago Buitrago, coureur qui n'est passé que par la Bahreïn depuis 2020. Coureur intéressant, grosse progression en 2023, notamment avec cette 3e place sur Liège-Bastogne-Liège, 10e également sur la Vuelta en prenant 2 échappées et en finissant 3e sur l'étape de Lekung-Berry, l'étape numéro 15. Il a fini également 2e de l'étape du Padro Luengo du côté du Tour de Burgos, où il prend la 28e place du général, vainqueur de Trecime di Lavaredo. Ça, c'était sur le Tour d'Italie. 3e donc de Liège-Bastogne-Liège. 8e du Tour des Alpes en prenant la 3e place à Ritten lors de l'étape numéro 2. Et puis on le retrouve également 3e du Tour d'Andalousie et 3e du Saoudi Tour. 3e sur le fameux Skyview of Arat Ouerid. Donc, et cette fameuse étape avec cette montée très pentue
vraiment un énorme pourcentage. Et puis ensuite, c'est 10 km derrière, assez plat. Avec le classement des jeunes également sur cette épreuve, 74 jours de course réalisés par Santiago Buitrago, qui a marqué 1526 points UCI, ce qui est impressionnant quand même, hein. Très intéressant. Donc pourquoi on le suit l'année prochaine, Santiago Buitrago, parce que j'attends de voir ce que ça va donner, peut-être sur un grand tour, mais aussi sur les classiques ardennaises, parce que son profil convient parfaitement aux classiques ardennaises, et quand on voit qu'il fait 3e de Liège-Bastogne-Liège, et devant c'était quand même du lourd, eh bien on peut se dire que, allez, pourquoi pas une flèche wallonne. Ça fait partie des coureurs qui peuvent être intéressants sur ce type de parcours. Bien entendu, la Vuelta, quand on voit en plus le profil cette année de la Vuelta, ça peut lui convenir, surtout que c'est pas le plus mauvais sur le contre-la-montre de la part des Colombiens. Et puis oui, non, c'est un coureur qui est très très intéressant, coureur qui est en progrès depuis 2 ans. Donc il y a vraiment des résultats très intéressants pour lui, et avec 4 victoires pour le moment à son palmarès, contrat jusqu'en 2026. Donc on voit qu'on mise sur lui du côté de la Bahreïn. On continue avec Phil Boaos. Lui, il est en fin de contrat. Eh bien, Phil Boaos, là aussi, des résultats intéressants en 2023. Notamment un Tour de France qui n'était pas mauvais, quand on regarde bien. Avec une 2e place du côté de Bayonne, 3e à Nogaro et à Moulins, 2e sur le Tour d'Allemagne de la dernière étape à Bremen, 4e à Essen. Il n'a pas couru depuis août, le Tour d'Allemagne étant sa dernière course de la saison, mais c'est un coureur qui fait souvent des gros débuts de saison, là encore l'année dernière. Le Tour de Donder où il avait remporté la première étape, 4e de la Schwalbe Classic, 6e de la première étape de l'UAE Tour, 4e du chrono, 9e de l'étape d'Abu Dhabi, 2e de l'étape de Foligno sur Tirreno Adriatico, qui est une course qui lui réussit assez souvent. Sur le Tour d'Hongrie, il avait fait la 2e place de l'étape numéro 2, 2e également de la première étape du Tour de Slovénie, il avait pris la 6e place du classement du maillot vert. Ça reste un sprinter, c'est je pense l'un des sprinters les plus sous-estimés aujourd'hui dans le peloton, parce que c'est un mec qui a quand même 29 ans, qui a démarré en 2013, qui est en 2e division depuis 2015, en World Tour depuis 2017. Et en 2e division, il était chez Bora, donc c'était quand même une belle structure. Et c'est un coureur qui est chez Bahreïn depuis 2019. C'est vrai que c'est un coureur dont on ne parle jamais vraiment énormément, Phil Boaos. Moi j'ai trouvé encore une fois son Tour de France très intéressant. Il va repartir sur le Tour de France en 2024 avec un programme qui sera assez similaire à ce qu'il a fait cette année, c'est-à-dire Tour de Lander, UAE Tour, Tirreno Adriatico. En même temps, pourquoi changer une équipe qui a plutôt bien marché l'année dernière. Donc on va voir ce que ça va donner pour Phil Boaos, mais c'est vrai qu'à 29 ans il n'a que 4 grands tours pour le moment, et que 4 classiques également, et 20 victoires à son palmarès, mais pas forcément les plus grosses courses, même si c'est un coureur qui avait remporté la Coppa Bernocchi en 2019, donc le Tour d'Arabie Saoudite en 2020 face à Nasser Bouhanni, et puis pas mal de courses par étape. Une étape également du Dauphiné, c'était en 2017 à l'époque, donc c'était quand il était chez Sunweb. Une étape du Tirreno Adriatico, ça c'était en 2022. Mais voilà, c'est un coureur dont on parle pas énormément du côté des sprinters, mais je trouve que c'est un coureur qui fait pour le moment du bon boulot chez Bahreïn, et ça fait depuis 2-3 ans qu'il a vraiment des résultats assez intéressants. Donc il avait eu du mal à l'après-Covid en 2020, parce qu'il avait démarré très fort sur le Tour d'Arabie Saoudite, puis sa saison s'était arrêtée. Sur le Tour d'Arabie Saoudite avait été quasiment l'une des dernières courses. Ça avait été l'une des rares courses du début de saison qui n'avait pas été touchée par la Covid, où il avait été aidé par Cavendish. Et puis ensuite, la saison s'était arrêtée après Paris-Nice avant de reprendre 6 mois après. Donc il y a des coureurs qui avaient eu du mal à le gérer, ça avait été son cas. Mais je trouve que là, ça fait depuis 2-3 saisons là, où il fait du bon boulot, et il fait partie des bons sprinters du peloton. Même si c'est un coureur qui ne gagne pas énormément sur ces saisons. C'est vrai qu'il fait beaucoup de 2e place, un peu comme Roras, mais il a parfois un peu du mal à gagner. 3e coureur à suivre, bien entendu, Pello Bilbao.
Parce que Pélo, l'année dernière, ça a été très bien sur le Tour de France avec cette sixième place. Alors certes, il a pris 2 échappées à Issoire où il remporte la victoire et à Courchevel où il prend la troisième place dans l'étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Mais c'est un coureur qui a été performant, 8e au Markstein, 4e sur l'étape de Passy-Combloux. On le retrouve également 8e à Morzine, 5e à Saint-Sébastien. Donc c'est un coureur qui a été tout le temps, on va dire, plutôt dans le bon paquet en montagne. Donc c'est vrai que j'ai trouvé son année assez intéressante. Deuxième de la classique à Saint-Sébastien derrière Remco, où il a tenu pendant très longtemps la roue de Remco. Cinquième de la première étape du Tour d'Allemagne où il finit 11e du général de cette course. Fin de saison qu'il a fini le 10 septembre après le Grand Prix de Montréal. Abandon sur le Tour de Suisse, on rappelle bien entendu qu'avec la mort de Gino Meder, l'équipe ne voulait pas repartir. Troisième du Grosse Preis des Cantons Arago. Et puis quatrième de l'UAE Tour, quatrième également du Tour de la Communauté de Valence, troisième du Tour de Londres en remportant l'étape de Campbelltown. C'était l'étape du numéro 3, je crois que c'était l'étape dans les vignes. Pour ceux qui s'en souviennent, qui s'en rappellent, je crois que c'était cette étape-là. Septième également d'Estrade Bianche. Ce qui est intéressant avec Pello Bilbao, et c'est pour ça que je l'attends l'année prochaine, c'est que c'est un coureur qu'on pensait plutôt spécialiste des classiques et potentiellement des victoires d'étape. On le voyait peut-être pas forcément aller chercher un top 10 sur un Tour de France, comme il l'a fait cette année. Et je trouve que le fait qu'il ait allé chercher ce top 10, ça change un petit peu mon regard sur ce coureur. C'est-à-dire je me dis, c'est pas qu'un coureur qui est capable d'aller chercher des courses un jour, c'est pas qu'un puncher grimpeur, non, il est capable de tenir la cadence. Et il est capable surtout d'être performant sur les grands tours. Contrat jusqu'en 2026 avec la Bahreïn. Eh bien, j'espère le voir encore sur le Tour de France faire des belles choses. Et puis pourquoi pas sur la course olympique en échappée, parce que c'est un mec qui aime bien partir en échappée. Puis j'aimerais aussi le voir peut-être sur 2 grands tours l'année prochaine, le voir sur le Tour de France, le Tour d'Espagne, parce que vu le parcours du Tour d'Espagne, je pense que c'est un coureur qui peut également faire de très très belles choses sur cette épreuve. Lui qui va bientôt avoir 34 ans, donc c'est assez marrant les mecs qui se révèlent sur le tard, parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu son palmarès sur les grands tours jusqu'à maintenant, il avait fait 6e du Tour d'Italie en 2018, 5e du Tour d'Italie en 2020, 5e du Giro en 2022, mais c'est un Giro particulier, le Giro 2022, pour ceux qui... Enfin, il n'y avait pas eu tout le monde sur le Giro 2022, et 2021 sur le Tour de France, 9e. Je me souviens qu'il avait fini, mais il y avait un gros écart. L'écart avec les premiers était assez important. Je trouve que voilà, là où on s'est vraiment dit, tiens, ils peuvent vraiment être dans le coup sur 3 semaines. C'est vraiment ce que je me suis dit cette année. C'est-à-dire qu'avant, c'était un bon coureur, c'était un coureur que j'appréciais même. Mais là, je me suis dit vraiment cette année, tiens, c'est un coureur qui peut vraiment faire quelque chose sur les grands tours, et ça, c'est intéressant. Surtout, il a remporté sa première victoire d'étape sur un grand tour aussi. Jusqu'à... Ah si, non, il avait remporté 2 étapes sur le Giro. Oui, je me disais que c'était bizarre ce que je racontais. Il avait remporté 2 étapes sur le Giro 2019 également. Il ne manque plus que donc une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne. Tour d'Espagne qu'il n'a plus fait depuis 2018. Avec une 27e place au général. Ça fait depuis longtemps même qu'il n'a pas fait 2021. Dernière année où il a fait 2 grands tours dans la même saison. C'est un coureur qui a fait beaucoup de Vuelta dans sa première partie de carrière, parce que c'est un coureur qui est passé par Cara Rural notamment. Il avait commencé chez Euskaltel, mais en fin 2013, l'équipe s'arrête, il rejoint Cara Rural. Ensuite Astana, c'est là où on a vu des très bons résultats chez Astana chez lui. Et puis après derrière, il a rejoint la Bahreïn en 2020 désormais. Matej Mohoric, la saison n'est pas mauvaise pour Matej. Sur les grands tours, voilà, il y a eu des victoires. Il a encore montré que c'était l'un des meilleurs coureurs, que c'était un super attaquant. C'est un profil de coureur qui, je trouve, est très intéressant. C'est vrai que par rapport à l'année 2022, sur les classiques, ça a été moins bien. Sur les classiques pavés, je trouve qu'il fait partie de ces coureurs qui ont un peu du mal à se placer correctement. Il prend la 3e place de Kuurne, mais c'est vrai qu'il lui manque encore une grosse victoire sur les Flandriennes.
Milan-San Remo, il finit 8e. C'est un coureur qui est à l'aise sur un vélo, hein. C'est l'un des meilleurs techniquement sur un vélo. C'est quand même un coureur qui a déjà tendance à prendre beaucoup de risques, donc c'est un coureur qui des fois se viande, notamment cette année sur la Croix-Race, il s'est viandé. Et aussi, c'est un coureur qui, je trouve, a parfois du mal un petit peu à frotter dans le peloton. Donc c'est un coureur qui pourrait travailler, je pense, largement dans ce domaine-là pour progresser. Après, c'est pas un mauvais coureur, hein. Deuxième du Tour de Slovénie, par exemple, sur le Tour de France, qui remporte l'étape de Poligny. Ça a été une belle bagarre. Troisième également au Puy-de-Dôme. Là aussi, c'était une belle bagarre dans le final, avec notamment Michael Woods et Jorgensen. Et puis vainqueur sur le Tour de Pologne cette année, où il gagne le classement général de la course. 7e du René 8 Tours, 5e du Grand Prix de Québec. C'est un coureur qui est quand même très présent depuis plusieurs années et qui est capable de faire des grosses saisons. Ouais, il m'en a manqué, voilà, peut-être une chose sur les classiques. Voilà. C'est pour ça que j'attends de le voir, ce que ça va donner. Je trouve que c'est un coureur qui, quand même, qui va avoir 30 ans l'année prochaine. Donc voilà, on rentre sur une carrière où on a déjà fait un bon petit bout de carrière. Coureur qui est arrivé en 2014 en World Tour. C'est aussi sa 10e année en World Tour, parce qu'il avait commencé en 2013 du côté de Sava, qui était une équipe continentale locale. Puis donc ensuite Cannondale par derrière. Sava, où il a commencé, Mohoric, avec des coureurs qui sont passés certains par Cannondale. Mais on ne peut pas dire que tous ces coureurs-là ont marqué l'histoire du cyclisme. Puis chez Cannondale en 2014, quand il arrive, il y a encore un Ivan Basso. Il est avec Georges Bennett, il est avec Bettiol. Bettiol était déjà là. Caruso était déjà là aussi, par exemple. Ils sont toujours équipiers aujourd'hui. Et puis il y avait un mec comme Moreno Moser, par exemple. Il y avait Jean-Marc Marino aussi. C'est l'année où il y avait Jean-Marc Marino dans cette équipe. Il y avait Viviani aussi. Puis bien entendu Peter Sagan, les frères Sagan. Marco Marcato également était là dans cette formation à l'époque. Paolo Longo Borghini, donc le frère de Elisa. Pour ceux qui connaissent, qui suivent le cyclisme féminin, Jean-Marc Marino, c'était sa dernière saison même. À l'époque, il avait arrêté à 30 ans, Jean-Marc Marino. Il n'avait pas retrouvé de contrat après Cannondale. L'année 2014, c'est un coureur qui avait commencé au Crédit Agricole. Pour dire que ça remonte, l'époque du Crédit Agricole. Fred White, j'ai été déçu moi, de son année 2023, vous le savez, je l'ai mis dans les déceptions. Donc j'attends qu'il relève la tête, qu'il se remobilise. Donc c'est pour ça que ça fait partie des coureurs à suivre pour moi, parce que c'est un coureur que j'apprécie. Parce que je trouve que c'est un profil dont on n'a pas beaucoup, ce profil-là dans les pelotons. Il y a Covey aussi un petit peu. C'est-à-dire des profils de mecs qui passent très bien les bosses, qui ont une bonne pointe de vitesse, qui sont des profils aussi d'attaquants, de très bons baroudeurs. C'est vrai que son année 2023 m'a déçu, donc j'aimerais bien que ça reparte de l'avant, parce que c'est un coureur qui pour moi a le profil pour gagner des classiques, des courses d'un jour. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu de son année 2023, où j'ai trouvé que ça a été compliqué, notamment sur le Tour de France, il est parti en échappée, mais ça n'avait pas vraiment marché. Puis Wout Poels. Pourquoi Wout Poels? Parce que son année 2023, lui, est peut-être l'une des meilleures de sa carrière. Vainqueur sur les 2 grands tours, présent dans de nombreuses échappées, 5e à l'Alto de l'Angliru, par exemple aussi. Cette année, il fait une très belle Volta, il finit 15e du général. Sur le Tour de France, il prend quand même 2 échappées coup sur coup. Il finit bien parce qu'il finit 13e au Markstein, donc il termine bien cette course. 9e du Tour de Slovénie, il est également présent sur l'UAE Tour où il prend la 6e place. Et 27e de Paris-Nice, mais 5e du classement de la montagne. Donc je trouve que c'est un coureur qui se bonifie avec le temps dans les échappées. Puis moi je trouve que c'est quand même formidable. Wout Poels, c'est un coureur qui a commencé en 2006 en continental. Donc ça fait depuis 2024, voilà, il est presque à 20 ans de carrière. Alors dernière année de contrat, la question qui va se poser désormais pour Wout Poels, c'est est-ce qu'il va repartir pour 1, 2 ou 3 nouvelles saisons. Ça, je ne sais pas. Il sera présent sur le Tour d'Italie
cette année et sur le Tour de France. Est-ce qu'il va réussir à gagner 3 étapes sur 3 grands tours d'affilée? Ça, c'est la grande question. Et puis, il fait partie des coureurs qui n'ont pas encore gagné sur le Giro, donc ça serait bien pour rentrer dans le cercle fermé des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. On passe au maillot de 2024. Pas mal de changements dans le maillot de la Bahreïn Victorious. Avec un maillot donc blanc, on reprend en fait un petit peu les couleurs du maillot qu'on a eu sur le dernier Tour de France. Donc avec un maillot très blanc, avec pas mal de bleu également, un bleu un peu turquoise mais un peu plus foncé que le bleu qu'a fait Astana, je dirais. Puis moi ce que j'aime sur ce maillot, c'est qu'il y a un message pour Gino Mäder, c'est-à-dire que vraiment un message où on ne veut pas l'oublier, Gino Mäder, et ça je trouve que c'est une belle idée d'avoir ce message commémoratif dans ce maillot. Donc changement de couleur. Après ils étaient un petit peu obligés parce qu'avec Ineos, Ineos avait quasiment piqué leur couleur, hein, faut bien le dire. Avec également Arkea qui était très présent sur le rouge. C'est vrai que ils étaient assez peu identifiables par rapport à Ineos l'année dernière. Et comme Ineos a gardé les couleurs, les tons orange-rouge, ils étaient un petit peu obligés de changer de couleur, sinon ils auraient été difficilement visibles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!